Méphiston Red! Oh. Méphiston Red! Mm. Warpstone Glow! Bienvenue au balado Soirée Peinture. Pour une fois, David ne s'est pas trompé dans son Méphiston Red et son Warpstone Glow. On a récupéré notre David. Bienvenue au balado Soirée Peinture, épisode 110. Merci à la vis, fier commanditaire du podcast, comme à l'habitude. Vous allez avoir remarqué, autant peut-être à l'audio que surtout aux vidéos en ce moment, Phil est toujours pas là. Phil est encore en voyage. Ou kidnappé par des Ewoks. Mais ça, c'est le genre de légende qui fonctionne pour moi, parce que vous savez que j'allais me défendre contre des Ewoks. Si c'est Phil qui se fait kidnapper par des Ewoks, il est juste dans un gros party et il est bien heureux. C'est pas équivalent. En fait, la vérité, c'est que Phil est beaucoup plus complexe et profond que Kevin, donc son intelligence artificielle est plus difficile à créer et à bien setter. Ah, tu vois, je pensais pas que c'est là que tu t'en allais. Considérant le fait que les Ewoks sont cannibales, je pensais que la profondeur d'un être humain n'était pas nécessairement une bonne nouvelle. Ah! Mais bon! Donc, épisode 110 aujourd'hui, honnêtement, le sujet d'aujourd'hui, j'ai vraiment hâte qu'on en parle. C'est un peu plus large que ce qu'on fait d'habitude, je trouve. On va ratisser large, on va pouvoir en parler en masse. J'espère que ça va pouvoir en inspirer plusieurs d'entre vous, parce que moi et David, c'est clairement quelque chose qu'on s'est dit, OK, il y a peut-être quelque chose là-dedans qu'on n'avait pas exploré encore. Je commencerai par le tour de table comme à l'habitude. Fait qu'évidemment, David, c'est juste toi puis moi, fait que ça devrait être assez rapide, donc à peu près 45 minutes. Non, vas-y donc, toi, tes projets, ça a l'air de quoi ces temps-ci? Ben là, je suis sur... au moment où cet épisode va sortir, le défi sera terminé, mais au moment où il est enregistré... Magie! C'est comme le four, tu sais, tu mets quelque chose dans le four, il est pas cuit, puis là, d'un coup, tu l'ouvres, on en avait déjà un! Et voilà! Je travaille sur le défi Age of Sigmar. Yes! Fait que... Ra de Skaven. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la boîte en français, David, explique donc ça. Donc, en anglais, le titre de la boîte, c'est Skaven Tide. Tide, marée, rat de marée. Donc, en français, c'est Ra de Skaven, R-A-Z. Mais tu sais, ça fait un peu le jeu de mots, Ra, R-A-T. C'est un peu un pléonasme. Mais c'est très drôle. Je me demande des fois si les gens qui sont dans le département marketing en français, ils prennent vraiment la peine d'y réfléchir. Au magasin, des fois, on en avait, je ne me rappelle pas c'était quoi. On avait une affiche, à un moment donné, la Games Workshop nous avait envoyé une affiche, il faudrait que je la retrouve. On avait une affiche qui avait été shippée, puis il fallait mettre en haut de Black Library, genre. Puis c'était la promotion d'un nouveau livre, là, d'une nouvelle sortie, je ne sais pas trop quoi. Là. Puis il y avait un jeu de mots en français dedans. Puis je me disais, c'est impossible que ce soit pas réfléchi. C'est impossible que ça soit pas réfléchi. C'était trop clair comme jeu de mots. Ouais. Puis là, on a Ra de Skaven, puis je me dis, Ra de Skaven. C'est impossible, il n'y a pas quelqu'un qui... Ça se peut pas. Si c'est involontaire, c'est la campagne de marketing la plus réussie que Games Workshop a faite. Fait que... yep. À part de ça, fait que là, dans le fond, quand tu dis tu travailles sur le défi, c'est quoi? Est-ce que là, tu veux dire ton défi que tu t'es fité ou juste comme en général, on gère la boîte puis... J'ai commencé à monter le stock pour faire voyons, le fer de lance. Le fer de lance. D'accord. Spearhead pour les autres. J'ai dit fer de lance puis j'étais plus capable de me souvenir c'était quoi en anglais. Donc, tu peux compter sur moi pour le contenu anglophone. Ça va être fait que là, je montais ça. Puis ça me prend plus de temps que prévu. Mais après, je passe tellement d'affaires autour que j'ai pas plus de temps pour le faire. Ouais. Mais ça sont pas rapides à assembler. Là. Non. Toi, pour les Skaven, je sais pas, j'ai pas fait les Skaven. Mais les Stormcast, pour vrai, sont pas tant rapides. Les Liberator, ça c'est bien fait. C'est 10 modèles, il y avait pas trop de pièces. Mais les autres modèles, les héros en particulier, là, le push-fit, puis c'était pas toujours évident. Les rats des clans, les clan rats,
il y avait juste, je pense, 2 ou maximum 3 pièces par modèle. Fait que ça allait bien. Ouais, tu disais 2-3 pièces. OK. Fait que ça allait quand même bien. C'est similaire au Termagant qu'on avait dans Léviathan, que c'était comme 2-3 pièces par Termagant. Clic-clac, on passe à autre chose. À Island of Blood, je pense que c'était 2 pièces. Island of Blood, c'était 2 pièces parce que c'était shield sur torse, mais il fallait que tu le mettes dans la base. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est là aussi, là, faut que tu le mettes dans la base. Ah ouais? Ouais. C'est des slot base que t'as? Ben c'est, au lieu d'une fente, ah oui, là, c'est la pin. Un diagonal, là. Un octogone. C'est vrai. Fait que c'est parfait, là, pour de l'infanterie de masse. Tu veux pas avoir trop de pièces, là. C'est exactement ce que je souhaite, même qu'il y a... Pour avoir fait une grande quantité de Genestealer Cult, des fois, je me demande si d'avoir une couple de push-fit, ça serait pas nécessairement de meilleure idée. Des cultistes, des néophytes, des Imperial Guard, à un moment donné, là, fais-moi des unités d'élite puis des héros avec des options, c'est bien chill, mais les troupes de base, là, quand je vais mettre 40 Last Gun, c'est boire. Là, je vous parle même pas des Salar Exilia. Là, c'est un cas où tu essayes de faire plaisir à plusieurs personnes différentes, dans le sens où une armée de masse dans un jeu de masse, ben le peintre qui achète les miniatures va peut-être pas jouer beaucoup, fait que lui, il veut le plus de détails possible, le mieux sculpté possible. Puis de l'autre côté, la personne qui va peindre et jouer, mais qui va plus jouer que peindre, ou en tout cas, son but premier, c'est pas nécessairement d'aller loin dans les techniques de peinture. Cette personne-là va peut-être vouloir un modèle facile à assembler avec moins de détails. T'sais, si tu as une centaine de rats des clans à faire, le petit triangle avec le petit symbole Skaven, avec le petit amané, tu le vois même pas dans ta masse sur la table. Si t'es encore heureux de peindre des bouts de queue, des bouts de poêle, puis des petites moustaches de rat avec des triangles sur le bouclier rendu au 180e, on s'en reparlera. En attendant, là, s'il vous plaît. Mais oui, t'as raison qu'effectivement, mais ça reste que les Clanrats dans Iron of Blood, c'était des push-fit, entre guillemets, et c'était des très beaux modèles, très bien détaillés. Les nouveaux Clanrats qui ont l'air extraordinaires, ça reste des push-fit très bien détaillés. Fait que je pense qu'ils ont pas trouvé comme le beau juste milieu entre, mettons, le Intercessor de l'époque qui était un push-fit aussi, mais c'était juste comme un bolter sur le chest. Ouais. Là, on est là, puis l'époque du Marine, là, qui était je suis en haut, je suis au milieu, je suis en bas, mais je marche encore de côté comme un crabe, par exemple. L'époque du Space Marine de la 4e, 5e édition est particulièrement farfelue, mais c'était aussi un genre de push-fit. Il y avait comme une pin que tu rentrais dans le chest avec les oui. La position, ça va. Maintenant, ils ont développé la technologie, puis je pense qu'ils sont capables de mouler des trucs avec des positions plus dynamiques. Ben, tu sais, Underworld est un excellent exemple de push-fit avec du dynamisme. Oui. Et tu vois, les Space Marines de l'Hérésie, il y a quand même pas mal de pièces. Ils sont beaux, là, mais il y a pas mal de pièces. Là. Du moment où tu fais 2 escouades de 20, là, sans compter, tu vas peut-être faire une escouade de commandement, tu vas peut-être faire une escouade d'appui, 2 escouades d'appui, une escouade d'armes lourdes. Ça commence à faire beaucoup. C'est parce que les Space Marines, de la façon qu'ils ont fait, c'est un peu comme s'ils avaient comme développé tous les corps. Fait que les jambes, les torses, puis les têtes sont toutes faites pour fit ensemble. Oui. Comme ça, les bras dépendent du weapon que tu mets. Fait que si tu mets un bolter, c'est ces 2 bras-là qui vont pour ce bolter. Si tu mets un heavy weapon, c'est ces 2 bras-là pour un heavy weapon. Si tu mets des special weapons, c'est ces 2 bras-là pour des special weapons. Si tu l'escouade de commandement, ben c'est ce bras-là pour la bannière, c'est ce bras-là pour le Nartessium, c'est ce bras-là pour le Last Pistol, c'est ce bras-là pour... C'est fait pour que tout fit ensemble. Fait que quand tu le regardes dans son ensemble, c'est ingénieux as fuck. Comme c'est beau, là. C'est cool. Ouais. Mais quand t'es en train de le faire, c'est un peu comme, bon, fait que genouillère numéro 28. Yes! On a du plaisir. Rajoutons un coude. L'épaulette en 2 morceaux. Mon Dieu, l'épaulette en 2 morceaux. Mais quelle extraordinaire idée de génie. C'est que si tu fais un diorama ou une petite escarmouche, c'est hot d'avoir des modèles avec plusieurs pièces, parce que tu peux gosser plein d'affaires. Si tu fais une bataille de masse, ça devient longtemps. Là. Puis, honnêtement, je pense que l'Hérésie a quand même trouvé un genre de juste milieu, vu le fait qu'il y a autant de disponibilité dans les pièces. Ouais. Fait qu'à travers ta collection, tu es capable de pouvoir te promener un peu pour faire en sorte que ça se ressemble pas trop.
Le problème, c'est quand tu les assembles en batch. Mais certaines unités, comme, mettons, je vais prendre les Steelhound, des Cities of Sigmar, quand tu as fait ton premier 10, c'est pas des push-fit. Mais quand tu es rendu à ton deuxième 10, pas mal les mêmes modèles. Tu peux changer les tailles, mais le dude un peu bedonnant avec une bannière, c'est le même dude un peu bedonnant avec une autre genre de bannière. Mais fait, ça, c'est pour une squad de 20. Là. C'est une armée qui va nécessiter plus de troupes de 20. Fait que quand tu vas être à ta deuxième troupe de 20, tu es en train de répéter la même affaire que dans le premier 10 et dans le deuxième 10. Là. Ouais. Fait que c'est là où est-ce que tu te dis, c'est pas des push-fit, mais pas vraiment d'option non plus. Là. C'est des beaux modèles, mais qu'est-ce qu'on est en train de perdre, qu'est-ce qu'on est en train de gagner ici? Là? Je suis comme pas trop certain. Fait que, c'est un rant qu'on a une fois de temps en temps. Pour ceux et celles qui peignent des armées de match, je suis sûr que vous filez comment est-ce que nous, on le file. Puis d'un autre côté, ben, tu as des gens un peu comme Simon, je pense, qui ont comme cette espèce de focus-là de dire j'ai pas envie que chacun de mes Space Marines ressemble à un autre Space Marine. Ouais. Bon, qui aide, c'est le 3D printing. Le 3D printing fait toute la différence parce qu'au lieu de répéter le même dude avec un bolter par en haut, par en bas, à gauche, à droite, en train de viser, pas viser, en train de courir, pas courir, là, t'as tout d'un coup un dude avec un sniper, un dude avec une bandoulière de plus, un dude qui regarde à gauche avec un cigare dans la bouche. T'as plein d'options de weapons puis de tête qui fait en sorte que le body en lui-même reste le même. Mais tout le reste autour change tellement qu'il n'a pas l'air d'être le même modèle pantoute. Mais ça, il faut que tu sortes un petit peu de Games Workshop pour pouvoir aller faire en sorte que tes dudes avec des bolters n'aient pas l'air de juste des dudes avec des bolters. Ou que tu sculptes toi-même des affaires. Ça, c'est ça une autre affaire. Il y a des gens sur Internet qui sont extraordinaires dans leur talent et qui sont capables de pouvoir sculpter avec du green stuff, des affaires de fou. Ouais. Fait que c'est un autre moyen de pouvoir rendre ça encore plus personnalisé. Mais je pense straight out of the box, on se répète un petit peu. Là. Fait que t'es Clan Rat? Ouais, mais là, j'étais en train de monter. J'ai monté tout ce qu'il faut pour le fer de lance, la Spearhead. Okay. Il me reste le nouveau gros gun à faire. Il y a 20 autres Clan Rats. Mais là, je pense que je vais commencer à peinturer, sinon... On prendra pas. C'est ça. Mais au moment de l'enregistrement, il nous reste 1 semaine et demie à peu près avant la fin du défi. Dans le fond, on enregistre ça mercredi le 17. Samedi le 20, c'est notre soirée peinture live. Ouais. Puis le 27, c'est l'événement avec le fer de lance puis le Skaven Tide Showcase. Fait que te reste 1 semaine et demie pour primer ton stock puis commencer à le peindre. Là, je trouve ça vraiment drôle parce qu'au niveau temporel, ça ne fit pas pantoute. Mais là, je vais t'avouer que j'ai envie de faire quelque chose. Oh. Tu n'avais toujours pas nommé c'était quoi exactement ton défi. Ben oui. Je trouve que c'est resté un peu nébuleux, là. Là, j'aurais envie que tu dises c'est quoi ton défi, puis les gens vont voir si tu as réussi ton défi ou pas après la fin du défi. Ils vont apprendre c'est quoi ton défi après que tu l'aies réussi ou pas. Le 27, c'est magnifique. Et là. Est-ce que es-tu prête à déclarer c'est quoi ton défi? Okay. Commit, David, commit. Ouais, je vais me commettre. Ça va être le... J'ai perdu le mot. Voyons, le Nalord sur sa beast? Non. Oh! Non, le magicien. Le Gracier. Le dude qu'il y a un primer puis un pot de peinture à son nom. Exactement! Hein? Je pense que c'est le seul modèle qui a un primer à son nom. Ah, il y a Mephiston Red. Mephiston Red. Ouais, mais Gracier, c'est comme... Gracier, c'est pinpoint. C'est le truc de base, là. Mephiston Red, il l'a de temps en temps. Il l'a pas tout le temps. En même temps, c'est parce que son nom, c'est pas Mephiston Red. Son nom, c'est Mephiston. Gracier, c'est Gracier. C'est comme si c'était Bray Shaman. Si c'était Bray Shaman, il l'aurait discontinué. Fait que... D'un autre côté... Joe de Decent continue ici. Mephiston Red est nommé à chaque début de nos épisodes. C'est vrai. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Puis Warpstone Glow. Ça, je pense que c'est comme ta façon à tout plugger un peu de Skaven. Hein? Hein? Non, je t'ai vu. C'était Skaven Tide avant Skaven Tide. Oui, oui. Fait que là, tu as assemblé ta boîte, il te reste encore un peu à faire. Tu vas commencer à peindre ton Greaser, ça Oui. va être ça ton défi. Y a-tu d'autres choses dans ton hobby dernièrement? Y a-tu d'autres trucs qui se passent? Non, là, c'est pas mal ça que je fais, là. OK. Et toi? Si vous entendez des bruits de chiens qui jappent en background, on s'excuse. Ma blonde doit être en train d'entraîner le chien à faire des tricks ou le chien s'énerve. Fait qu'on s'excuse à l'avance. Moi, je te dirais, c'était quand même pas pire parce que j'essayais de comme clencher un maximum de trucs avant la sortie de la boîte de Skaven Tide. Puis ça m'a comme donné un petit rush d'adrénaline, de motivation à faire genre, OK, qu'est-ce que j'ai sur mon bureau qu'il faut qu'il s'en aille? Comme je suis plus capable de le voir, puis ça fait trop longtemps que c'est là. Puis là, je vais avoir. Moi, mon défi pour Skaven Tide, c'est de peindre la Spearhead. Fait que ça me prend de l'espace. Bon, là, ce qui est vraiment ironique ici, c'est que vu que je m'occupe la majorité du temps du chien, je peux pas venir dans ma salle de hobby pour venir peindre. Fait que j'ai libéré mon bureau pour Sweet Fuck Out. Ah, Mais bon. C'est un détail pour Kevin du passé. Hein? On s'en fout. J'ai pris tout ce que j'avais sur mon bureau qui restait. Fait que j'ai assemblé Samus, modèle de... Bon, là, encore une fois, pour ceux et celles qui nous regardent en vidéo, vous voyez que ma caméra fait 0 focus et c'est énervant à un point pas possible. Et pour ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, donc vous n'avez aucune idée de ce que j'ai montré, c'est un espèce de gros démon, à peu près de la grosseur d'un Bloodthirster sans les ailes, qui est un démon de l'Horus Hérésie, qui est présent dans les romans puis dans des moments charnières de l'Horus Hérésie. Je ne veux pas spoiler personne. Mais c'est un démon très important. J'en ai aussi profité pour pouvoir assembler Tibalt mort. Bon, on le voit pas du tout bien parce qu'il est primé en noir, mais c'est un personnage spécial de l'Horus Hérésie qui est très important, qui est en guerre contre les Shattered Legion. Évidemment, qui dit Shattered Legion. c'est un Capulet aussi, je pense. Hein? Tibalt, non? On s'était entendu hors caméra il y a à peu près 2 ans qu'on acceptait qu'il y ait une capsule comme une partie du podcast qui soit David nous éduque, puis que l'intimidation de l'éducation se restreindrait à seulement un seul endroit. Et ça serait à cet endroit-là. Et là, j'ai un peu l'impression que tu essaies d'étirer la sauce de l'éducation juste de notre bord à nous autres. J'apprécie ce que tu essaies de faire pour la société. C'est non. C'est peut-être un capuchon, je ne sais pas. Donc, pour les Shattered Legion, qui pourchassent Tibalt mort et les Sons of Horus, ben, on a Shadrach Medicine. Medicine, je pense que c'est Medicine. Qui est le leader des Iron Hands, survivant de Isvan 5, qui lead les Shattered Legion en bataille contre Tibalt mort. Et c'est facilement un de mes personnages préférés. J'ai lu plein d'affaires de l'Horus Hérésie, puis pour vrai, quand je suis tombé sur les Shattered Legion, j'ai sous-estimé à quel point cette partie-là de l'histoire serait coûteuse dans mon hobby. C'est ça le mot, coûteux. Parce que là, ça l'a fait en sorte que je me suis parti une petite force d'Iron Hands, que j'ai commencé à assembler, que j'ai fouillé pour trouver des recettes de peinture qui m'intéresseraient, qui seraient rapides pour les troupes et que pour les leaders, je pourrais me permettre de peut-être utiliser de l'huile, faire des mélanges de contraste. Je pourrais me permettre de jouer un peu là-dedans. Ça m'a fait faire des Salamanders, qui est rendu une armée très grosse, avec beaucoup d'affaires encore à assembler. Et j'ai testé un color scheme de Raven Guard pour pouvoir voir si j'étais capable de pouvoir faire des Raven Guard très rapidement. Fait que là, pour vrai, Shattered Legion, c'est pas exactement l'affaire la plus économique. Mais ils ne pouvaient pas avoir de Shattered Legion sans Shadrach Medicine. Bon, les gens qui vont regarder la datasheet du personnage vont faire comme OK, c'est un genre de Praetor, capitaine. Il est correct, là, mais il est sans plus. Je suis pas d'accord. Il a de la personnalité. Amenez-moi vos Praetor, pas de personnalité, c'est correct. Fait que, mais ouais, c'est un personnage qui est vraiment cool dans l'histoire. Fait que je me voyais pas faire une force sans lui.
puis j'ai assemblé toute ma boîte de Skaven Tide. Bon, je n'ai pas gardé les Skaven, je les ai vendus. Mais je voulais. Ouais, je sais. Mais, je tenais à vous montrer le morceau de décor de Skaven Tide. Le mur avec la Là, cloche. encore une fois, mon zoom est un peu de la merde. Mais on peut voir le design du mur. Hein, c'est le même design que les terrains de la 3e édition de Age of Sigmar. Mais ils ont été skavenifiés. Fait que c'est les mêmes murs, avec les mêmes poutres, avec les mêmes côtés. Ils sont même assemblés exactement de la même façon avec le coin. Fait que tu pourrais prendre les décors de la 3e puis les piner dedans. Tu as besoin d'une Dremel? Tu as besoin d'une Dremel parce que c'est le même genre de mur de niaiserie que Combat l'autre, là, comment ça s'appelle? Boarding Action. C'est les mêmes cochonneries de coin de mur qui se tiennent pas, qu'un coup que tu as décidé de primer, ça se tient pas, un coup que tu as décidé de le peindre, ça se tient pas, puis il y a un gros gap dedans. Fait que ça, c'est un rant que j'ai déjà eu, v'là 2 ans pour le Grand Clash. Mais pour vrai, très beau morceau de décor. Puis là, ben, je me suis lancé dans l'idée de dire, ben, ça serait cool de faire des games de Warcry / Spearhead où il y a comme une évolution dans la ville que tu essaies de te battre. Parce que là, le but, c'est d'empêcher, c'est ça l'histoire de la boîte en réalité. Le début d'Age of Sigmar 4.0, c'est le Skaven Tide qui s'en vient, le Vermin Doom, qui est comme une espèce de grosse malédiction, parce que là, il y a des forts, puis il y a des Gnawholes qui apparaissent un peu partout. Les Skaven sont en train de prendre le contrôle de Akshi, puis de plein d'endroits super importants. Vas-y. T'es sur mute en ce moment, je pense. Hey! Allô? Ah! Hey, David, ça a été le moment d'éducation le plus agréable que j'ai eu avec toi. C'est fou quand tu parles et qu'on t'entend pas, à quel point c'est percutant. Oui, tu disais? Tu viens à l'automne, quand on parlait de Warcry, puis j'ai fait les Wilder Corp Hunter. J'avais une idée qui était de prendre les Skaven qui étaient, voyons, les 2 kits de la gang de Skaven de Underworld. Underworld qui ont fait avec les Shin puis les voyons, en toutes mes mois soirs. Les Plagues. Pestilence. Pestilence, voilà. Puis de faire des scénarios qui sont dans des villes, dans des ruelles, où là, comme c'est les Skaven qui sortent, puis les Hunters, ils chassent les Skaven dans la ville. Ben, ça, c'est exactement ce que tu peux faire avec les nouveaux kits. Parce que tu peux prendre des anciens kits, des nouveaux kits, puis des kits de Warcry, qui sont des murs avec des parapets, des cloches, des grillages. Tout ça fit dans le même genre d'esthétique. Fait que là, en ce moment, je suis un peu en train de chercher s'il y a des gens qui vendent ça. Et ça, il n'était pas dans la boîte Dominion. Non, la boîte Dominion n'avait pas de terrain dedans. C'est la boîte Extremis qui était la boîte de départ plus. Dominion était le launchbox comme Skaven Tide, mais Dominion n'avait pas de terrain dedans. Dans Extremis, il y avait mis des terrains. Puis dans les kits supplémentaires, dans le fond, à chaque début d'édition, on va encore en voir. Là. Dans chaque nouvelle édition qu'Age of Sigmar fait depuis la 3e. Dans le fond, c'est depuis la 3e. Ils sortent des morceaux de décor très thématiques qui viennent tout de suite après le launch des boîtes de départ. Fait que là, on peut s'attendre à voir de nouveaux morceaux de décor inspirés de Skaven Empire, comme le mix mortel civilisation humaine. Mettons, pour être plus clair, les villes fondées par les Dawnbringer, puis les villes fondées par les anciennes éditions de Age of Sigmar sont en ce moment assaillies par les Skaven. Sont pris par surprise, sont défaits, peu importe. Ben ça, c'est un peu comme les ruines de ces villes-là. C'est un peu fait pour pouvoir montrer l'espèce d'avancée des rats. Fait que, quand les humains se replient vers le cœur de la cité, ben les Skaven, ils vont continuer à avancer, mais ça se peut que ça dure un bout de temps. Mais ce bout de temps-là est représenté par la skavenification des terrains dans lesquels est-ce qu'ils vont devoir vivre, puis ils vont devoir prendre le contrôle. Je trouve ça tellement cool qu'il va falloir que je fasse ça sur une table à un moment donné. Fait que ça a été pas mal ça, mon hobby. J'arrive vers la fin de 5 Liberator.
Après ça, il va me rester 3 Persecutors, le héros sur son gros oiseau, puis le Lord Veritant avec son petit... je ne me rappelle pas c'est quoi exactement. C'est pas le Griff. C'est pas un Griffhound. Griff C'est un Griff Charger. quelque chose. Non, pas Griff Charger non plus. Bon, maintenant, les Stormcast ont des Griff quelque chose. Griff Hound, Griff Charger, et là, il y a un nouveau Griff que je peux pas croire que je m'en rappelle pas. Grifter. Non. Non. Mais en tout cas, fait qu'on est rendu là. Fait que mon hobby avance quand même pas pire. Il me reste 1 semaine et demie pour pouvoir peindre la Spearhead. Je sais pas si je vais me rendre. L'objectif, 7 semaines. Donc, rendu à la soirée peinture live du 20, il faudrait que je sois rendu à cette journée-là à peindre les Prosecutors. Si je peux finir de peindre les Prosecutors le 20 au soir, ça veut dire qu'il va me rester 1 semaine pour pouvoir peindre les 2 héros. Ça va être tight. Mais bon. Tous les jeux sont possibles. On va dire ça comme ça. Skaven Tide. Oh, bravo! Bravo. T'es prête pour le sujet principal? Yeah! Yes! On a un peu hint tantôt. On a un peu lancé l'indice. C'est un sujet qui, pour vrai, j'en ai parlé avec plein de mes amis depuis des années. Ça apparaissait plus dans Donjons Dragons que dans d'autres jeux. La fameuse question, pourquoi on devrait jouer des humains dans un univers de science-fiction ou de fantasy? C'est quoi le positif de jouer un humain dans ces univers-là? À quoi ça sert d'avoir des humains dans ces univers-là? À quelque part, on est tous des humains. Je peux peut-être partir d'un point de vue plus personnel, puis David, tu pourras partager un petit peu ce que tu en penses après. Mais moi, autant à Donjons Dragons, moi, je disais toujours à mes joueurs et à mes amis, la seule raison pour laquelle les gens jouent des humains, c'est parce qu'ils ont un bonus supplémentaire au départ. Puis, c'est parce qu'il n'y a personne qui jouait un humain, qui jouait vraiment un humain. Comme, il n'y avait pas cette espèce de sentiment... Je vais donner un exemple. Tu regardes Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. Boromir feel comme un humain dans un univers où est-ce qu'il sait qu'il est la chose qui vit le moins longtemps. La seule affaire qui vit moins longtemps que lui, c'est un gobelin puis un orc. Fait que tu sais, il comprend que dans l'échelle, ce qu'il peut gérer, c'est un orc puis un gobelin. Fait qu'il passe sa vie à se battre contre des orcs puis des gobelins. Sa vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Fait que sa mortalité, elle est claire. La preuve, il meurt dans le premier film. Bon. Spoiler alert pour ceux qui ne l'ont pas vu en 2003 jusqu'à aujourd'hui. À un moment donné, il y a comme des limites. Mais, moi, je me suis toujours dit, si c'est clair, Boromir, quel genre d'humain que c'est dans l'univers dans lequel est-ce qu'il se trouve. Moi, mes joueurs, quand ils jouaient des humains à Donjons Dragons, jamais j'avais cette impression-là. J'avais toujours l'impression qu'il était n'importe quelle race, mais il y avait un don supplémentaire au départ. Fait que c'était plus du power play, mettons, que c'était vraiment ancré dans le personnage avec une espèce de, je sais pas, une déchirure entre le fait qu'il peut pas être immortel comme l'elfe, puis il peut pas être endurant comme le nain, puis une espèce d'insécurité par rapport au fait qu'il vit moins longtemps que tout le monde. Il voit pas dans le noir. Qu'il voit pas dans le noir. Qu'il n'y a pas de pouvoir magique à la naissance. Tu sais, un mage humain, à la limite, n'aurait pas le même rapport avec la magie qu'un elfe magicien. Ça, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très cool dans les univers fantastiques, c'est que même s'ils ont la même vocation, mettons un High Elf dans Warhammer Fantasy, puis un humain de l'Empire mage, ça se voyait très bien c'était quoi la différence dans leur approche de la magie, dans la façon dont elle était utilisée dans leur civilisation même. Fait que, à mes joueurs, je leur disais tout le temps, comme c'est correct, tu peux jouer un humain si tu veux, là, mais dans ma tête, j'étais genre, yeah, right. Correct. Mais moi, en tant que joueur, jamais je voulais jouer un humain. Parce que je me disais, ça me sert à quoi de jouer un humain dans un univers fantastique? Je suis déjà un humain. Peux-tu jouer un elfe? Je suis pas un elfe. Peux-tu jouer un demi-orc? Je suis pas un demi-orc. J'aimerais ça jouer un nain.
je pouvais me permettre de jouer un personnage, de me laisser emporter dans un univers qui se voulait plus grand que moi, puis que moi, je pouvais être autre chose que juste moi-même que je suis déjà à tous les jours. Fait que mon approche dans le Wargame a été exactement la même. Quand je suis arrivé dans The Old World, à l'époque Warhammer Fantasy, ben, l'Empire avait une solide grosse armée avec plein de beaux modèles, même que quand j'ai commencé, c'est le moment où est-ce qu'il y a eu un petit refresh dans la gamme de l'Empire. Fait que là, on avait les demi-griffes, on avait le Griffon, on avait l'Hurricanum Céleste, on avait le Luminac de Ish, on avait le War Altar de Sigmar, on avait un nouveau Warrior Priest en plastique. Il y avait plein de nouveaux modèles en plastique. Fait que c'était comme une belle époque, mettons, pour l'Empire à ce moment-là. Moi, j'étais genre, ben non, on va faire des High Elves, on va faire des Dark Elves. Pourquoi est-ce que je voudrais jouer un maudit humain dans cet univers-là? Ça n'a pas rapport. Et ça m'a pris pas mal jusqu'à pas si longtemps pour pouvoir me réconcilier avec le pourquoi un humain c'est important puis pourquoi c'est cool de jouer des humains là-dedans. Là, je donne un peu ma main à l'avance pour c'est quoi mon point de vue. Là. mais je suis parti de vraiment loin. Et j'ai toujours dit quand je travaillais au magasin, jamais je vais jouer des Imperial Guard. Jamais je vais jouer de l'Empire et des Bretons. Je disais ça aux clients. Bon, en général, j'essaie de ne pas parler de mes projets à moi parce que j'ai un vendeur qui parle de lui. Là. À un moment donné, ta job, c'est de vendre des affaires et t'intéresser aux autres. Fait que tu garderas ça pour chez vous. Mais mon point de vue. David, toi, ton point de vue sur les humains dans les univers fantastiques, tu pars-tu dans la même place que moi ou t'es comme... Presque. Mais c'est drôle parce que moi, quand j'ai commencé à jouer à Donjons Dragons, c'était Advance D&D 2e édition. Oh! 2.5? C'était pas la version 2.0. J'ai appris l'existence des .5 à 3.5, mais c'était la version avec le cavalier et les ailes de son casque. Là. Ok, c'est bon. Puis, j'étais pas le gars des règles déjà à l'époque. Là. Fait que je me souviens pas que les humains avaient aucun avantage. Fait que souvent, en tout cas, c'était spécial, on voulait jouer un elfe. Je me rappelle de regarder les races, faire comme les elfes vivent le plus longtemps, c'est ça que je veux jouer. Mais tu sais, sans avoir le pas de recul, je jouerai jamais l'équivalent de 2000 ans de vie. T'avais une place que moi. Pour vivre ça, faudrait que tu fasses genre, bon, quand est-ce qu'on voyage dans le temps? Quand est-ce que Dim fait time skip de 500 ans, tout le monde? L'humain, je suis désolé, t'es rendu à ta 5e génération. Puis quand on a commencé à jouer, en plus, des fois, on changeait de campagne à chaque semaine. On faisait des fiches à chaque semaine. Fait que ça n'avait pas de but, mais... Tu étais vraiment investi dans ton personnage qui pouvait vivre 2000 ans. C'est ça. Fait que souvent, en tout cas, l'humain n'avait pas d'avantage à mon souvenir. Fait que c'est rare qu'on le prenait, sauf... J'étais plus influencé par des personnages que j'allais lire dans les romans. Fait que j'ai lu les romans de Dritz, je voulais faire des elfes noirs. Ah ben oui. Il y avait... Pas d'elfe noir. C'est ça. À ce moment-là. Ouais. Il y avait un personnage de halfling voleur qui m'avait impressionné. À un moment donné, je voulais faire un halfling voleur. Fait que c'était... souvent, vu que c'était différent, c'était intéressant. Mais j'ai commencé le Wargame en même temps avec mon grand-père et mon cousin, donc en même temps du napoléonien, les humains dans l'histoire. Ben oui. Puis j'ai fait du Warhammer Fantasy avec mon cousin. Fait que j'ai pas eu ce clash-là. Puis la première boîte que j'ai achetée de départ, c'était les Bretonniers contre les Hommes Lézards. Puis mon ami voulait les Hommes Lézards. Fait que j'ai pris les Bretonniers. T'avais pas beaucoup de choix en là. C'est ça. Fait que pour Fantasy, j'ai commencé par les Bretonniers. Puis c'était pas j'aimerais ça faire autre chose, mais je vais prendre ce qu'il y a dans la boîte. C'est comme dans la boîte, il y a une faction, je vais prendre ça. Puis pour 40 000, j'avais commencé à acheter des modèles à cause de mon cousin sans avoir le jeu. Fait que j'accumulais des modèles. Puis à un moment donné, on fait des séries de gardes impériaux de différents mondes. Les Mordianes, les Katachan, les Valalan. Puis ils ressemblaient à des soldats de la Deuxième Guerre mondiale. Wow. Fait que moi, je les achetais. Et quand on a commencé à jouer pour vrai, j'avais des gardes impériaux déjà. Fait que par la force des choses puis tes intérêts historiques, t'étais déjà un peu dans le moule. Là. J'étais au secondaire, j'avais pas vraiment d'argent. Fait que j'avais déjà des modèles, c'était plus facile de commencer mon armée avec ça. Mais là, c'était le classique de mes amis. Ils commençaient avec les armées cool. Les Eldar, les Space Marines. Les Space Marines, puis mon ami David, il faisait les Chaos Space Marines. Ah ouais.
Puis déjà, mes amis avaient souvent plus de facilité que moi à comprendre le combo qui tuait. Fait que moi, j'avais le syndrome de l'herbe est toujours plus verte ailleurs parce que j'arrive avec mes affaires que j'ai faites cool. Je me fais laver, je suis comme, ah, ben cette armée-là est pas bonne, cette armée-là, elle marche super bien. Puis c'est vraiment plus tard, quand j'ai changé d'armée, puis j'ai commencé à faire leurs armées, bon, les éditions changent aussi, que je me suis rendu compte que, attends une minute, à chaque fois que je fais une armée, je fais quelque chose que je trouve beau, mais je me fais ramasser, puis l'autre qui fait l'autre armée, il a l'air de mieux s'en sortir que moi. À quelque part, faut te dire qu'à l'époque où tu faisais ça, tu avais au moins 5 ans pour t'adapter à une édition, pas 3. Oui. Fait que ça faisait un petit peu moins mal. Puis ton codex, il t'a fait sur 2-3 éditions. T'as raison, peut-être qu'il était moins fort, mais au moins, tu savais ce que tu jouais, puis tu savais ce que tu avais comme option. Mais tu vois, quand j'ai recommencé à jouer, à Fantasy, j'ai pris les nains. Parce que Fantasy, on parle 4e, 5e, 6e, 7e édition, je suis comme curieux. C'est la 7e, non, la 8e. C'était Battle for Soul Pass? La dernière édition avant que ça passe là, à la 9e, à la Age of Sigmar. Avant que ça passe dans le tordeur. C'est ça. Fait que j'ai fait des nains. Parce que là, j'ai eu le temps de me poser la question. Puis j'avais déjà plein d'amis qui jouaient, fait que j'ai pris quelque chose que les autres jouaient pas. Encore une fois, ça c'est une certaine expérience à ce moment-là de te faire ramasser. Fait que c'était bon, mettons, je considère que je vais encore me faire ramasser. Qu'est-ce que je pourrais avoir du fun à peindre? Ouais. mais en fait, en tout cas, beaucoup de gens qui commencent, il y en a qui restent comme ça, là, mais en tout cas, quand moi j'ai commencé, c'est différent d'aujourd'hui. Tout le monde avait une armée. Fait que tu essayais de faire celle que les autres n'avaient pas. Oui, souvent, quand quelqu'un voulait faire la même armée que toi, c'était un peu weird parce que c'était comme, on a chacun notre armée. Là, quand ça fait longtemps que t'es dedans, tu as tellement d'autres armées qu'à un moment donné, ben oui, on a la même armée, mais on la joue pas en même temps. Ou super, on va la jouer en même temps, ça nous donne on a un bon scénario pour le faire fitter. Ça devient plus un problème à un moment donné. Hein. Ben, je pense que j'ai encore la même maladie avec Sébastien. Je pense que moi et Seb, il y a comme vraiment une loi non écrite de on ne collectionne pas les mêmes armées. Et si on le fait, il est mieux d'avoir 10 ans de différence entre les deux. Genre, lui, il fait des orques depuis longtemps, puis j'ai seulement commencé à faire des orques quand on a fait notre projet de NPC orques, puis on s'est tous mis à acheter des orques. J'ai toujours pas une armée d'orques, là. Elle est assemblée dans une boîte, j'ai pas de choix encore. Wow. Fait que je sais pas, c'est weird. Ouais. Puis pourtant, comme ça devrait pas être quelque chose que j'observe, c'est pas conscient. C'est weird. Fait que j'ai fait des nains d'abord, puis après ça, ben, j'ai vu l'Empire. Puis l'Empire, il avait l'air de se positionner comme une armée qui faisait un peu de tout. C'est vrai, très généraliste. Mais sans être comme... En tout cas, l'impression que j'avais des gardes impériaux, par exemple, c'est qu'ils étaient vraiment pas forts comparé à des Space Marines. L'Empire, j'avais l'impression qu'il était moins fort qu'un elfe, mais c'était pas si flagrant. Fait que... j'ai trouvé cool. Ils ont eu plus d'updates aussi, plus de nouveaux modèles que les nains à ce moment-là. Fait que je suis allé vers ça. Ouais, les nains ont eu leur update à la fin de la 8e. Ouais. Ils l'ont eu juste avant les end times. C'était tard un peu. Puis dans 40 000, ben, j'avais été marqué par les Chaos Space Marines. Fait que je suis reparti par là. Puis j'ai eu des humains dans le sens où j'ai eu des cultistes. Fait que ton focus était, malgré qu'au début, il était un peu sur les humains, soit par la force des choses, soit par un choix. Ouais. Plus que le temps avancé, plus que tu es allé vers le fantastique pour certains des jeux comme les Chaos Space Marine. Mais, comme tu dis, Warhammer Fantasy, tu es allé vers l'Empire. Puis tu as une solide armée d'Empire. Tu as vraiment beaucoup de modèles. C'est pas une petite armée que tu as. T'avais peint ton armée selon quel thème? C'était-tu Talabheim? Talabheim. Talabheim, c'est-tu... Ouais, c'est ça. J'ai un vague souvenir qu'on parlait de Talabheim. Je pense parce que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à me dire j'aime mieux peindre selon l'armée principale qu'ils mettent sur les codex parce que souvent ils vont leur donner plus d'histoire, ils vont avoir plus de développement, ils vont avoir plus de héros nommés. Puis je pense qu'il y avait... c'est vrai. C'est à peu près en même temps ou pas longtemps après qu'il y a eu non, c'est en même temps, la campagne Le Sang de Sigmar, Sigmar's Blood. Fait que c'était pour fitter avec l'histoire du sang de Sigmar. Il y a une unité que j'ai faite différemment. C'était les chevaliers qui sont supposés être les chevaliers... j'ai oublié leur nom. Genre les fils de sang ou les... non, c'est les Rising Sun. Les Knights of the Blazing Sun. Blazing Sun, c'est ça. Knights of the Blazing Sun. Mais là, c'était un cas de j'ai un ami qui faisait de l'Empire lui aussi. Puis lui, il avait fait ça. Fait que je me disais, hey, je vais faire différent. Puis là, j'avais trouvé qu'il y avait les chevaliers du sang de Sigmar, Sigmar's Blood. Je disais, hey, ça fit avec le nom de la campagne, mais je fais ça à la place.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, fait que là, ce qui est drôle, c'est que là, moi, j'ai commencé dans les dernières années à commencer à faire des humains. Toi, t'as commencé par là, puis t'as fini par là. J'ai une question pour toi. Pour toi, c'est quoi le rôle que les humains ont dans un univers fantastique ou dans un univers sci-fi? Là, c'est pas grave, on va un peu les mélanger. Là. Ouais. Ben, C'est quoi le rôle que l'humain a? je, tous les, la plupart des univers fantastiques, les trucs de science-fiction, ça part de nous, là, ça part de notre réalité à nous. Ouais. Puis après ça, les auteurs, les autrices, ils construisent là-dessus. Il y a toujours une référence au réel, à ce que nous, on vit d'une façon ou d'une autre, ce qu'on a vécu ou ce qu'on anticipe vivre. Fait que les humains, Ouais. leur rôle, c'est notre point de repère dans ces mondes-là. Ouais. C'est souvent un peu la médiane. Puis c'est souvent, t'as les humains puis t'as les peuples anciens, comme les elfes, qui étaient là avant, puis là, qui commencent à disparaître. Ou les peuples concurrents, comme les orques. Que c'est comme soit l'âge des orques, soit l'âge des humains. Puis là, c'est comme, c'est là que ça se passe. C'est le combat pour la survie puis pour la dominance d'une faction sur une autre. Là. Mais je pense que c'est... Assez dit de même. Ouais. Mais c'est notre point de repère. C'est nous qui se projettent dans ce monde-là. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, je suis d'accord. Moi, j'allais dans un point de comparaison. Ah. Pour pouvoir faire en sorte que l'elfe soit cool, ça prend quelque chose de normal. Oui. Puis la normalité, c'est moi. Fait que ça prend quelque chose de pas extraordinaire. Ça prend quelque chose de totalement comme fucking plate. Comme ça prend l'affaire qui se lève à 6 heures le matin pour aller traire ses vaches, qui est tout à fait la norme dans cet univers fantastique-là, puis qui va aller s'occuper de son champ, pour que quand tu changes la caméra de place ou tu changes la page, puis tu te retrouves dans l'univers des Lizardmen, qui sont des lézards aztèques qui vivent dans la forêt de Jurassic Park, tout d'un coup, c'est spécial, ça. Si c'était juste ça, l'univers, puis c'était juste des Lizardmen dans une forêt qui s'entretuaient les uns les autres, ça serait correct. Mais la normalité, ça serait les lézards qui s'entretuent. Il n'y aurait pas de point de comparaison. Fait que plus la distance elle est grande, plus que ça a l'air fantastique. Puis, ce que je me dis en même temps, c'est que c'est ce qui fait en sorte que l'humain a la capacité de nous surprendre dans ces univers-là. C'est parce que, justement, malgré toutes ces différences, puis bon, ça arrive souvent, là, je suis aussi un très grand fan de manga. Fait qu'il y a un des mangas fantastiques des années 90. Il y a eu comme une ressurgence dernièrement de ce manga-là. Ça s'appelle Dragon Quest ou Fly pour les fans francophones, anglophones. Mais Dragon Quest Dai no Dobuken, quelque chose de genre. En tout cas, mon japonais est un peu rouillé. Mais en tout cas, et c'est un univers fantastique un peu à la Donjon Dragon ou à la Final Fantasy, si vous voulez. Là. Puis un des personnages secondaires très importants est un humain. Mais le personnage principal est un mélange entre, mettons, un humain puis une créature comme un Dragonborn, si vous voulez, là, ou un chevalier dragon, ou on pourrait dire, mettons, c'est un demi-elfe. Mettons, si on voudrait faire ça comme Donjon Dragonesque, là. C'est un demi-elfe. Fait qu'il est proche de son personnage secondaire humain parce qu'il vit des émotions relativement similaires, puis physiologiquement parlant, ils se ressemblent. Mais au niveau de l'héritage, des pouvoirs et du potentiel, clairement que le personnage principal, il clenche le personnage secondaire à un point pas possible. Et il y a un point de comparaison entre les deux à un moment donné où est-ce qu'il y a comme un méchant qui dit au personnage secondaire « Je comprends pas pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas de mourir. T'es une merde. Tu veux-tu juste... » Là, j'extrapole. Mais il dit « T'es rien. Genre, moi, je suis une créature éternelle. Lui, c'est une créature éternelle. Lui, là-bas, c'est une créature éternelle. On est tous des demi-dieux ou des dieux. T'es un insecte pour nous. Je comprends pas pourquoi est-ce que tu comprends pas ta place dans l'univers et tu n'acceptes juste pas de mourir. » Puis c'est un des discours que j'ai trouvé les plus touchants et les plus beaux encore à ce jour sur comment est-ce qu'un humain peut se représenter dans son univers. Puis ce qui lui répond, c'est « Moi, je suis au courant que je suis juste un feu d'artifice dans l'univers. Mais le moment où je vais décider d'exploser en tant que feu d'artifice, c'est le moment où tu vas te rappeler de moi. » Parce qu'il sait que sa vie, elle est courte. Fait que le moment qui peut laisser sa marque dans l'univers est très court aussi. Ça, je
un coup, j'ai lu ce manga-là. Quand je vois les univers, bon, Warhammer, honnêtement, Warhammer 40K fait très mal ce travail-là. Comme très, 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 je m'excuse, gros thumbs down pour les humains de Warhammer 40K en général. Pas dans les romans. Dans les romans, ils font un très beau travail. Mais dans les codex ou dans les représentations, en général, des humains, ils sont vraiment représentés comme étant des insectes qui sont faits pour être tassés. Je me rappelle, la deuxième édition, quand je jouais les gardes impériaux, justement, je perdais tout le temps, fait que ça allait pas bien déjà. Mais je lisais mon codex, puis je lisais le codex de mes amis. Les codex Space Marine, c'est toujours glorieux et tout. Les codex gardes impériaux, c'était comme toujours comme un dernier carré qui se fait massacrer. Oui! Des histoires de massacre, des histoires de comme... C'est glorieux parce qu'ils ont résisté jusqu'au dernier, mais t'es comme, ah, ok. On a gagné quoi déjà? Vive jusqu'à demain! Mais je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler chez Games Workshop, j'avais posé la question à dire, mais pourquoi les gens joueraient des Imperial Guard? Puis moi, je commençais, là, je connaissais rien pantoute. Je lui ai demandé, pourquoi est-ce que les gens joueraient des Imperial Guard? Puis il y avait la réponse romantique qui était, on est les gardes impériaux, ils sont les chevaliers, ils sont les boucliers de l'empereur. C'est eux autres les boucliers de l'humanité, c'est eux qui représentent la volonté de l'empereur sur le terrain à tous les jours. Quand tu me le dis comme ça, je suis c'est intéressant, dur labeur, personne qui travaille fort à tous les jours. C'est eux qui font que l'Imperium est ce qu'il est aujourd'hui, c'est pas les Space Marines. D'accord. Puis après ça, tu lis un roman ou tu lis le codex, tu fais pourquoi est-ce qu'ils disent que les vétérans, c'est des gens qui n'ont pas plus que 40 ans? Parce que quand tu te rends 40 ans, t'es vraiment chanceux dans l'univers de 40 000. Tout d'un coup, c'est moins glorieux. Ouais. Être le bouclier de l'empereur, ça sonne un peu comme étant le meat shield de tout le monde. C'est moins le fun quand c'est vu comme ça. Fait que ça, c'est pour... Mais l'Horus Hérésie, je fais un parallèle avec l'Horus Hérésie. L'Horus Hérésie, je pense, a fait un meilleur travail avec certains personnages pour les rendre plus grands que nature. Pour leur donner l'espèce de sentiment que il s'appelle Popu. Je suis pas trop certain exactement en japonais comment ça se dirait, là, mais le personnage du manga que je mentionnais tantôt, qui a comme une belle rhétorique, puis comme il y a une belle présentation de pourquoi est-ce qu'il va résister jusqu'à la dernière minute. T'as la pilote des World Eaters. La chef de vaisseau. Tara Sarin. Ouais. Très beau personnage humain, tactique, intelligente. Va tenir tête à des World Eaters, va tenir tête à Angron. Je veux dire, tenir tête à Angron, là, je tiens à préciser que dans Galaxy in Flames, il y a des Space Marines qui partent en courant quand Angron descend sur Isvan 3. OK? Elle est dans sa face, elle le regarde des yeux, puis elle dit non. Puis il revient de bord. Fait full respect. Ce personnage-là, ils ont trouvé le moyen, c'est un exemple que je donne, mais on en a plusieurs autres à travers l'Horus Hérésie, des personnages humains qui sont pas plus grands que nature. On n'est pas dans Malcador le sigilite, là. Malcador, c'est une autre affaire. Mais des humains bien normaux, mais qui ont un rôle important à jouer, mais qui ne démontrent pas aucun pouvoir particulier. Elle, c'est comme mon exemple numéro 1 en général. Dans le Siège de Terra, on en a quelques-uns d'autres aussi. Puis on a des exemples d'humains qui se sont fait donner la coche de pouvoir un peu plus, comme les perpétuels, par exemple, là, qui ont comme un rôle important à jouer, mais qu'en même temps, si tu veux faire en sorte qu'ils t'offrent dans l'univers puis qu'il n'y ait pas une fin assez tragique, t'as comme pas trop le choix de leur donner un petit peu de power, parce que sinon, ils ne fitent pas avec le reste. T'as-tu d'autres exemples d'humains qui te viennent, toi, dans l'univers de... Ben, tu sais, dans 40K, il y aurait toujours comme Yarick puis Macarius. Solar Macarius, qui sont des personnages très importants dans l'Imperium. J'ai pas fini les romans de la personnage principal féminin qui est sorti dans les dernières années. Severina Rain. Ouais. J'ai son roman, je l'ai pas fini. Mais ouais, tu sais, je sens qu'on en met un peu, mais dans Fantasy, je pense qu'ils ont vraiment fait un meilleur job. Fantasy, on a une host d'humains qui ont shapé l'univers. Tu sais, Karl Franz. Ouais. Karl Franz a shapé l'Empire à un point pas possible.
Au point de devenir l'avatar de Sigmar à la fin de sa vie. Là. Je veux dire, c'est pas n'importe qui peut se permettre de devenir l'avatar de Sigmar. Là. Sigmar était un humain au début de sa vie. Oui. Un genre de Conan le barbare, un peu plus puissant que tout le monde, mais quand même un humain bien normal. Fait que, encore une fois, un autre bel exemple de comment est-ce qu'on peut prendre un humain puis le rendre plus grand que nature, mais avec juste comme de la volonté puis des traits de personnalité surhumains. Nagash. Nagash, c'est vrai. Un humain aussi. Nagash n'était qu'un humain au départ, c'est vrai. Ouais, pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent juste l'univers de Age of Sigmar, je peux pas plus vous recommander que d'aller lire la trilogie des livres de Nagash. Parce que vous allez découvrir un Nagash humain dedans qui fait particulièrement pitié, mais qui explique pourquoi ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de différence dans la personnalité entre le Nagash de Age of Sigmar et le Nagash humain des Tomb King, à l'époque des Tomb King, quand n'était pas encore des Tomb King. C'est assez particulier comment est-ce que sa personnalité est très linéaire. Il n'y a pas beaucoup de changements. Mais ouais, tu sais, toutes les mais c'est drôle parce que dans Vas-y. Fantasy, là, l'Empire est central. Il est au milieu de la carte. Puis oui. Puis après ça, le ça joue autour de ça. Puis c'est les chaos qui envahissent. Les Dark Elves sont autour, le chaos est en haut, les Lizardmen sont sur le côté, même les Bretons sont centrales, mais un peu décalés. Ouais. À côté de la Lorraine Forest, là, à côté de la Telle Lorraine. Qui sont les Wood Elves, puis il y avait beaucoup de... Puis avec Age of Sigmar, on a Sigmar qui reste central, mais là, tout à coup, il se crée, puis ça devient la faction principale des surhommes, qui sont... Oui. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la comparaison, puis il y en a qui adorent la comparaison, mais qui sont l'équivalent des Space Marines, veut pas, là. Oui. Puis là, tout à coup, les humains normaux ont pris un pas de recul. Ça a été une faction des Cities of Sigmar où là, on mélangeait un peu tout dedans ce qu'il y avait d'ordre, dont les humains. Mais qui est comme... Tu pouvais la jouer, mais c'était pas fait... En tout cas, c'était pas... On n'a pas eu de vrais humains en tant qu'armée centrale avant la 3e édition. Ouais. C'était des restants, ce qu'on avait avant. Là. C'est ça. En fait, les Dawnbreaker Crusade, très cool modèle, mais qui n'ont jamais repris la place centrale que l'Empire avait. J'ai l'impression, je suis content que tu te le dises, j'ai l'impression que c'est là qu'ils s'en vont, comme là, au moment où on se parle. Je pense pas qu'ils vont prendre la place des Stormcast. Mais je pense qu'on va voir de plus en plus d'histoires qui vont se raconter du point de vue des humains. Parce que justement, je pense, et là, hein, on parle d'humains aujourd'hui. Okay? Oui. Il n'y a rien qui a été plus cool que d'humaniser les Space Marines. L'Horus Heresy a humanisé les Space Marines. Il y a des auteurs, comme Aaron Dembski-Bowden, qui ont fait un travail extraordinaire à raconter comment est-ce qu'un Space Marine peut avoir des défauts, qui a des émotions, puis qui va faire des erreurs tactiques qui sont pas logiques dans le but de répondre à un besoin moral ou à une émotion quelconque. Et les primarques sont remplis de défauts. Comme, s'il vous plaît. Je suis un gros fan de bien des primarques, mais c'est difficile de les regarder sans voir tous leurs défauts. Bon, surtout les traîtres. Mais, bon, mais tout ça pour dire que en humanisant les primarques, en humanisant les Space Marines, on les rend encore plus intéressants. Et les Stormcast, ce n'est que mon avis, d'accord? Je ne suis pas un expert, vous pouvez être complètement en désaccord avec moi. Les Hallowed Knight, à l'époque de la première édition, faisaient partie des 4 factions prioritaires de Stormcast. On avait les Hammer of Sigmar, qui étaient les Golden Boys, littéralement Golden, sur le dessus des boîtes. Donc, c'était très clair que c'est eux qui allaient être la figure de proue de Age of Sigmar. Ils étaient sur les affiches, ils étaient sur les livres, ils étaient sur le codex. Il y avait des personnages avec des noms, personne d'autre en avait. Quand je dis personne d'autre, personne d'autre. Enfin bon. Et dans les romans, on pouvait aussi voir 3 autres. Dans les Realm Gate Wars, on pouvait voir, oui, les Hammer of Sigmar, les Hallowed Knight, les Celestial Vindicators, puis les... on voyait un peu des autres aussi, là, mais j'ai un peu l'impression que ceux qu'on voyait le plus, à part de ceux-là,
c'était les... mettons, on va dire un mix entre les Celestial Warbringers puis les... je ne me rappelle pas, c'est les Lords. J'ai oublié leur nom. En tout cas, il y a comme plusieurs sortes de Storm Hosts qui sont comme des chapitres Space Marine. T'es en train de checker, David? Ouais. Celestial Vindicator, ça tu l'as dit. Ouais. Anvils C'est sûr qu'ils sont en espèce of Anvils of the Eldenhammer. Eldenhammer, Knight Excelsior, Tempest Lord, Celestial Knights. Ok, ça c'est later. Ok, ouais. Ouais, Celestial Warbringer, c'est les rosés, là, genre, des espèces de pourpre. Ouais. Ouais, Celestial Warbringers, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, ces cartes-là sont devenues des secondaires. C'est un peu comme des chapitres qu'on verrait un peu moins souvent chez les Space Marines. Puis les histoires des Hallowed Knight étaient écrites par Josh Reynolds. Et Josh Reynolds, dans une entrevue de Black Library, mentionnait le fait que pour lui, il voulait, on lui a donné le contrat de dire, ben là, vous avez carte blanche, vous devez créer des Stormhosts. Fait que toi, tu vas t'occuper de eux, tu leur donnes un nom, tu leur crées leur histoire et on aimerait ça pouvoir comme les découvrir à travers ce que tu écris. Ce qui est magnifique pour un auteur parce que tu peux faire ce que tu veux avec. Et il y en a fait des chevaliers preux, des paladins de Donjons Dragons qui sont là pour protéger l'humanité et que c'est des humains Stormcast, dans le sens où ils sont pleinement conscients qu'ils sont choyés et élus. Ils doivent donner leur vie pour faire survivre, pour faire vivre les mortels. Fait qu'ils ont toujours comme ce besoin-là de pitié, d'empathie, de société, de communauté, d'entraide, de prendre soin de son prochain. Il y a quelque chose de très pieux et de très divin dans leur approche aussi. Et comme ils sont proches de Sigmar, que Sigmar est comme représentant des humains, ils ont comme toujours cette espèce de dualité-là entre... puis dans les romans, ce qu'on va voir, ça va peut-être des Hallowed Knight qui protègent des humains, mais qui vont aussi avoir pitié de leurs ennemis par moments qui sont des chaos, puis qui vont dire, mais on t'a menti. Je vais pas te tuer. Si je te tue, tu vas retourner voir ton Dieu, puis il va t'en brainwasher encore. Je veux pas. Je veux que tu vois la lumière, je veux que tu vois la vérité. On t'a menti. Fait que je vais t'amener avec moi, puis je vais t'amener jusqu'à Sigmar. Puis Sigmar va te montrer la lumière. Sigmar va t'expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'à l'époque, ce qu'on racontait comme histoire, c'était que les humains ont été laissés derrière par Sigmar. Donc, le chaos leur a brainwashé le cerveau, puis leur a pas vraiment donné le choix. Soit tu te mets avec nous, soit tu meurs. Tu veux-tu servir de repas pour tes frères ou tu veux faire partie de la gang qui va manger les autres? C'était ça les premières histoires d'Age of Sigmar. Fait qu'être un humain, c'était super tragique. Fait que quand les Stormcast arrivent, ben là, t'avais genre les Hammer of Sigmar qui étaient comme courage, honneur, détruisons des maraudeurs. Puis là, t'es comme, ouais, mais le maraudeur, dude, c'est comme le petit frère du cousin de la fesse gauche de celui que t'étais dans un autre village avant. Les chanceux, t'es devenu un Stormcast. Lui, il a fallu qu'il trouve une façon de survivre, puis tout s'aligner aussi, là. Fait qu'il y avait quelque chose de tragique dans la façon dont on réglait le problème en tuant les lesser beings. On tuait les humains parce qu'ils suivaient le chaos. Puis à l'autre Knight avait une autre approche qui était, on va vous tuer si on n'a vraiment pas le choix, mais comme si on peut, on va essayer de vous sauver, quitte à pas vous tuer. Tout ça pour dire que la façon dont il a rendu les Stormcast plus profonds, c'est en leur donnant des capacités humaines qui étaient de prendre soin des autres, à la place de vouloir les tuer. Alors que les autres Stormcast étaient littéralement une qualité en soi, courage, honneur, vengeance, la noblesse, peu importe, là. Mais c'était très Space Marine-esque, mettons. Alors qu'eux, il y avait vraiment comme une saveur particulière. Et Josh Reynolds a quitté Games Workshop pendant la 2e édition. Le dernier livre qu'il a écrit, c'est Black Pyramid, avec les Hallowed Knight dedans. Et il n'a pas écrit d'autres histoires. Et là, je trouve ça très drôle quand même que ce soit les Hallowed Knight maintenant qui sont comme rendus la figure de proue de l'histoire. Mais que dans la vidéo, tout ce qu'on voit, c'est une espèce de vengeance avec le tonnerre. Puis je suis comme... C'est pas ça que je veux! Genre, moi, je veux des Hallowed Knight qui lead des humains vers la liberté, qui soignent des gens, qui prennent soin... En tout cas.
Fait qu'il a trouvé une façon de pouvoir rendre les Stormcast plus humains, comme les Space Marines dans l'Hérésie, on était capable de pouvoir le faire, comme avec les Primarques. Ça n'a pas été fait avec tous les Stormcast. Fait que ouais. Puis là, dans les Dawnbringer Crusade, on a comme ce suivi-là de... On met l'emphase sur les humains, c'est eux qu'on suit. Il y a des gens qui se rajoutent aux Dawnbringer Crusade, il y a des Sylvanettes qui se rajoutent, il y a des Stormcast qui se rajoutent, il y a des nains qui se rajoutent, il y a des elfes qui se rajoutent. Mais jamais on perd de vue le fait que c'est les humains qu'on suit. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très cool parce que tu peux voir le struggle à travers les humains, de voir tous les gens mourir autour de eux, l'espèce de backlash psychologique que ça crée, dont on va tous se rendre. Le désespoir. Le désespoir chez les Stormcast, tu vois pas ça. Le désespoir chez les humains, tu le vis. Quand ils n'ont plus de bouffe, tu le vis. Quand ils sont sales, quand ils tombent malades. Je ne vais pas spoiler personne, mais il y a un moment avec des ghouls, fait qu'ils commencent à perdre la pédale un petit peu. Les ghouls ont comme cette capacité-là dans Age of Sigmar de rendre les autres fous. Ben là, dans les Dawnbringers, tu vois qu'il y en a certains d'entre eux qui commencent à virer fous. Qu'est-ce que tu fais avec eux autres? T'es dessus. C'est ton frère de guerre, là. Ça fait comme des mois là, que vous vous battez bouclier à bouclier, là. C'est triste en maudit quand que lui il se vire en bébite et qu'il décide de te manger dans ton sommeil. Tu vois le destin tragique de l'humain, c'est quoi, mais à quel point la volonté de devoir survivre. Tu sais, tu disais tantôt l'humain dans Lord of the Rings puis l'orc dans Lord of the Rings, si tu lâches des hommes, si tu lâches des orques. Ouais. Ben là, t'as l'humain qui dit mais ça serait l'âge de tout le monde sauf nous autres. Il faut qu'on s'établisse parce que si on ne s'établit pas, tout le monde va exister sauf nous. Fait qu'il y a comme l'espèce de... Je suis pas trop sûr d'avoir la bonne expression en anglais, là, mais Raging in the Dying of the Light. OK. C'est sûrement pas exactement. Je pourrais essayer de le retrouver là, sur Google, là, mais c'est l'espèce de ferveur de dire c'est nous qui représentons notre destin. On va pas accepter que tu le dictes à notre place. Fait que t'as beau être un orc puis de venir envahir mes villes, c'est non. C'est nos villes. On va venir s'établir ici parce qu'on a le droit d'exister nous autres aussi. Fait que je trouve qu'il y a comme quelque chose de beau qu'ils sont en train de faire avec Age of Sigmar en ce moment, mais c'est long parce que ça l'a pris depuis 2015. Ouais. Fait que de 2015 à 2022, à peu près 2022-2023, avant qu'on voit des vrais mortels avec une mission, avec un enjeu, avec une histoire, avec une culture, ça a pris 8 ans avant qu'on voit quelque chose de significatif. Les humains de l'ordre. Parce que sinon, avec Warcry, on avait les humains du chaos. C'est vrai. Ben, puis là, c'est drôle, tu m'amènes là-dessus. T'as-tu vu un peu les Dark Oath? J'ai pas lu, mais j'ai les modèles. Mais les Dark Oath, c'est... Tantôt, je disais, tu sais, les humains qui ont été laissés derrière, qui se sont comme retrouvés dans le choix entre tu veux-tu manger le reste de ton village ou tu veux faire partie de ceux qui se font manger? Choisis. Mais les Dark Oath, c'est comme les humains qui considèrent qu'ils ont tout donné pour avoir droit à leur terre. Ils sont allés jusqu'à donner une partie de leur âme pour pouvoir essayer de survivre, parce que c'était ça ou mourir. Puis là, eux, ils représentent l'envers de la médaille. C'est encore l'humanité, hein? Comme les Dark Oath, il n'y a rien là-dedans qui est muté encore. On est dans le maraudeur Conan le barbare, là. On est comme dans la base. C'est des gens qui ont voué une partie de leur âme en faisant une espèce de pacte, en promettant quelque chose. Je promets la tête du leader de la tribu adverse. Je promets la tête du Stormcast qui est là-bas. Je fais une promesse au dieu du chaos. Et cette promesse-là va devoir être remplie parce que sinon, il y a une créature qui représente l'espèce de volonté des dieux dans la tribu. Cette créature-là va venir se nourrir de toi si tu n'as pas répondu à ta promesse. Fait que si tu ne l'as pas rempli, tu vas payer pour. Mais si tu l'as rempli, c'est elle qui va venir te donner une bénédiction. Fait que tu vas vouloir la satisfaire. Il y a comme... c'est la bébête d'en bois, là. C'est la bébête d'en bois. Exactement. Ouais. Fait qu'elle représente un peu la vertu des dieux du chaos. Comme tu m'as promis quelque chose, assure-toi de le remplir. Fait qu'elle est autant une bénédiction qu'une malédiction par moment. Fait que c'est pour ça qu'elle reste dans les villages ou qu'elle va vivre dans une grotte un peu plus loin ou peu importe. C'est parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à l'enlever dans leur groupe parce qu'elle représente leur aspiration future, mettons. Parce qu'on se rappelle, sinon, ils seraient tous morts. Ouais. Puis là, ce qu'on a, c'est comme l'espèce d'envers de médaille de l'humanité de ceux qui ont été choisis par Sigmar.
les humains civilisés, mettons, qui partent en Dawnbringer Crusade, qui disent on a le droit d'exister, raging against the dying of the light. Puis on se présente dans ton royaume, puis on prend les terres parce qu'on a le droit. Puis là, t'as les Darkhold de l'autre côté qui font non. Non, non, non. On va vous attaquer. Puis on va pas essayer de vous laisser un pouce parce que à chaque fois qu'on vous laisse un pouce, vous prenez 8 pieds. Fait que c'est non. Fait qu'on va vous tuer. Mais au bout de la ligne, c'est tous des humains pareils. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est vrai que les Stormcast vont rester la base dans Age of Sigmar, mais la fin de la 3e, avec les Darkhold puis les livres des Dawnbringer, m'ont vraiment donné un sentiment. J'ai plus de confiance envers la façon dont ils présentent les humains maintenant. Surtout avec les nouveaux personnages nommés qu'ils ont fait. On a des personnages nommés qui sont d'une grande personnalité. Talia Vedra, qui est la femme sur Manticore, qui est comme la leader qui a amené une toute nouvelle culture de guerre. C'est elle qui a amené le principe d'utiliser des walls de boucliers dans les tranchées, dans les terres pour pouvoir tirer en arrière de ça. C'était pas quelque chose qui se faisait en guerre chez les humains, chez les mortels avant. C'est une tactique qu'elle a amenée en désespoir pendant une bataille. Ça a tellement été efficace que c'est devenu quelque chose qui s'est propagé à travers les Cities of Sigmar. On a elle comme personnage super important qui a défait la corruption avant elle. Fait que si on regarde le modèle, il y a comme 3 têtes là, sur le dossier. Pour ceux et celles qui veulent aller voir sur le site de Games Workshop, les 3 têtes qui sont là, c'était des Elector Count, entre guillemets, qui ont été corrompus par le chaos, puis qu'elle s'en est rendue compte. Fait que sur les champs de bataille, quand elle voyait que ces gens-là faisaient des moves louches, elle gardait un œil dessus, puis quand elle a réalisé que ces gens-là étaient clairement pas pour Sigmar, elle les a chassés puis elle les a éliminés. Fait que même si c'était des gens qui étaient proches de elle, fait qu'elle tuait ses propres alliés dès qu'il y avait des signes de corruption. Comme ça, le chaos ne pouvait pas prendre l'emprise dessus. Ça expliquait pourquoi est-ce que durant un certain temps, les mortels n'étaient pas capables de prendre le dessus sur plein de combats. Parce qu'il y avait plein de leaders de ces civilisations-là qui étaient infiltrés par les forces du chaos. Fait qu'elle a trimballe ça avec elle. Puis on a... La figure de proue des Dawnbringer Crusade, c'est... je peux pas croire, je me rappelle pas son nom. L'agent de Pasteur. Schnitz. Schnitz. OK, là, je suis sûr les gens qui nous écoutent sont genre Kevin, voyons, c'est sûr que c'est ça son nom. Là, j'essaie de la trouver, là. En tout cas, je vais finir par la. Pontifex Extra? Oui, exactement. Exactement. Ben, elle, Pontifex, elle a une légende extraordinaire. Elle est pas tuable. Ah. Et les gens comprennent pas comment ça se fait qu'elle ne meurt pas. Parce qu'à chaque attaque qui devrait se trouver être mortelle, elle survit. Mais tout d'un coup, les gens qui tiennent son palanquin, il faut qu'elle les change relativement plus souvent. On ne sait pas pourquoi, mais les gens autour d'elle ont tendance à mourir plus rapidement que d'autres. Fait que dans les Dawnbringer Crusade, on voit un peu ça. C'est un personnage qui est plus grand que nature, contrairement à Talia Vedra. Fait qu'on est moins dans l'humain classique. Mais ouais, fait qu'il y a comme un point de focus sur les humains que je trouve intéressant maintenant dans Age of Sigmar, qui se rapproche de ce qu'on avait dans Warhammer Fantasy. On n'est pas, t'as raison, on n'est pas dans ce que Warhammer Fantasy était comme... Même pas du tout. Puis même maintenant, dans The Old World, dans les sorties, on a des Bretons. On n'a pas de nouveau empire. On n'a pas de... C'est-tu à l'âge des Border Prince? Ouais. Fait que c'est le moment où on devrait avoir plein de beaux personnages de l'Empire, avec des personnalités, avec des bannières, avec des nouveaux modèles. Là, comme ça serait le moment de nous en sortir plein. Là. Ouais. Bon. Ils viennent d'annoncer les mains. Ils vont petit pas, pas loin. Hein? Mais bon, je me suis égaré un peu, mais être un humain dans un monde fantastique, je pense qu'on a un peu comme délimité un peu c'est où son terrain, puis à quel point est-ce que
comme tu as dit, il représente un peu la médiane que nous, on peut se rapporter. Moi, j'ai mentionné que c'est un petit peu comme une comparaison. Certains jeux le font mieux que d'autres. Mais mettons, dans un jeu historique, as-tu comme cette espèce de comparaison-là aussi? Moi, mettons, j'aurais tendance à dire une armée de Spartiates contre une armée d'artisans ou de paysans. Ben, l'armée de Spartiates représente un peu le Space Marine. Comparé. Ouais. Mais est-ce que c'est réaliste ce que je dis ou est-ce qu'en réalité tu dirais non, sont. Ben, l'écart est jamais aussi grand que Space Marine humain. Oui. ou elfe humain non plus. Là. Ouais. Je connais pas assez la période, j'ai pas assez joué dans l'Antiquité pour pouvoir dire pour l'Antiquité. L'équivalent que je pourrais voir, c'est peut-être dans la période napoléonienne, les Français contre les Autrichiens. OK. Parce qu'ils font juste les battre tout le temps dans ce qui est arrivé. C'était-tu par équipement ou par expérience de guerre ou c'est vraiment comme une question de. Là, je pense qu'il doit y avoir plein de livres écrits là-dessus, mais mettons que je schématise, là, Napoléon, l'armée française était une armée au début très basée sur la levée en masse. Fait que là, c'est plus des armées professionnelles payées, ou c'est plus juste ça, c'est des gens qui battent pour une cause, pour défendre la France, qui se sentent attaqués de partout. Puis après ça, ils vont conquérir, ils vont aller plus loin que ça. Puis il y a toute une nouvelle génération d'officiers, parce qu'ils se débarrassent des nobles, fait que là, t'as une méritocratie qui s'installe, fait que t'as des bons officiers qui arrivent là, puis Napoléon qui développe des tactiques, qui est un génie militaire, veut pas, fait que ça. L'Autriche, elle, c'est plus le vieux modèle, fait qu'ils ont de la misère, il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils rattrapent. Puis vers la fin, ils commencent à rattraper, c'est juste que ils ont toute une caste de nobles qui sont encore sur l'ancien mode, qui ont de la misère à s'adapter, puis c'est les jeunes généraux autrichiens qui ont plus de chances de faire arriver les choses, mais qui sont toujours bloqués dans la hiérarchie. OK. T'as pas un aussi grand écart, effectivement, dans la façon dont c'est présenté au niveau historique. Puis, mettons, Deuxième Guerre mondiale, tu sais, mettons, une armée qui aurait plus de blindés, par exemple, tu sais, que c'est des super pouvoirs, tu sais, parce que c'est des super fédérations ou whatever, ça existe-tu? Peut-être. Encore une fois, j'ai pas l'expérience du jeu pour être allé jusque-là. Okay. Mais encore une fois, j'ai l'impression que l'écart est pas si énorme. Il est jamais si énorme. Mais tu pourrais jouer peut-être sûrement les Polonais, peut-être, ou même les Français. Okay. Ça, c'est drôle, les Français, du début de la guerre, ils perdent, là, puis ils se font ramasser. Mais malgré tout, en théorie, ils ont dans les meilleures technologies, puis reconnus comme une des meilleures armées au monde. Mais ça les empêche pas de s'effondrer. Là, c'est plus une question de ils sont pas adaptés à la nouvelle guerre, au Blitzkrieg. Okay. Il n'y a pas nécessairement une volonté du côté des généraux de se battre. Et très vite, il y en a qui sont comme moi, on est mieux de négocier. Hein? Ils sont pas si pire l'autre bord comparé aux soviétiques. On devrait être jasé. Ouais, c'est ça. OK. mais, parce que j'étais vraiment curieux. Ouais. Mais tu pourrais te poser la question pourquoi jouer le début de la guerre alors que comme les Allemands triomphent un peu partout. Mm-hmm. Je pense que en termes de règles ou en termes de feeling, tu vivras pas un aussi gros écart que ça. Fait que ma réponse est à pourquoi jouer des humains avec mon expérience et comment mon wargame s'est développé, c'est si je lis une histoire et qu'ils sont là, parce qu'ils sont là. Fait que toi, tu y restes selon le scénario historique ou l'époque ou le moment ou l'histoire qu'on veut raconter. C'est pour ça que je jouerais des humains. C'est pour ça que je collectionnerais des humains. Pourquoi jouer les Français alors qu'ils perdent au début? Parce que tu veux jouer l'invasion de la France par les Allemands. Puis tu twister la question pourquoi jouer des Allemands alors que c'est pas... à l'époque, c'est pas génial ce qu'ils font. C'est tout à fait critiquable. Puis ce qu'ils représentent, c'est assez terrible. C'est parce que tu veux refaire un événement historique... sans oublier tout ce qui s'est passé, là, mais... Ouais, puis tu sais, c'est sûr que ça, c'est probablement comme le sujet d'un tout autre podcast. Oui. Puis ça me ferait plaisir de l'avoir, mais je pense même pas que je serais capable de pouvoir jouer une armée d'Allemands. Comme, même si tu me payerais, je pense pas que je serais capable. J'ai aucun problème avec le fait de jouer des luminettes qui ont fait un génocide de village humain au complet ou d'une cité au complet, parce que c'est fantastique. J'ai aucun problème avec ça, même si le geste est ignoble. Ou des Warbearers. Mais
Ou des Wordbearers. Hey, Ouais. j'ai un adorateur de Lorgar, de Erebus, Argeltal. Tous des personnages extraordinairement. Ben, Argeltal un peu moins quand même. C'est comme. Mais pour les deux autres, tu sais, Erebus, même Corphéron, tu sais, tous des êtres ignobles. J'ai aucune difficulté à jouer ça alors qu'ils ont fait des choses complètement immondes. Mais jouer du historique allemand, il y a quelque chose là-dedans qui me titille que j'aime pas pantoute. Puis jouer contre, à la limite, ça me dérangerait peut-être pas, mais je sais même pas si je serais à l'aise de jouer comme le scénario de ce gars-là. Hein? Tu sais, là, je pense le plus pour. Je sais même pas je serais même pas si je serais à l'aise. Même si tu me disais, Kevin, là, 100$, fais juste jouer durant 1 heure. Si je le ferais, je pense même. Si je le ferais, là, je sais, je suis en train de faire friser les oreilles de plein de monde. Si je le faisais, je sais même pas si j'aurais du plaisir. Tu sais, je sais pas. C'est le scénario de proposition indécente, hein? Ouais, c'est un jour, quelqu'un va peut-être me proposer le bon montant d'argent pour que je puisse pas avoir de fun, mais que je sois heureux d'avoir de l'argent. Puis là, après, tu vas regarder ton argent, tu vas être comme, oh, je me sens pas bien. C'est ça, je vais sortir de là, je vais être comme, je vais prendre une douche. Je vais aller mettre en petite position fétale dans le coin d'une douche. Mais, ouais, ben tu vois, d'abord, moi aussi, je vais finir avec la question pourquoi jouer des humains. Ça va l'air super niaiseux, OK? Quand on a joué la campagne de Plague War avec François, puis Simon, puis Seb, puis toi, puis Phil, puis Dan nous avait rejoint un peu à la fin, j'avais pas d'armée d'Imperial Guard. Je l'ai acheté pour jouer cette campagne-là, parce que j'avais des Ultramarines, puis que dans les romans, il y avait des Imperial Guard. Mais j'ai fait les Imperial Guard parce que c'était un beau défi. J'avais déjà une armée d'Ultramarines, fait que j'avais pas tant besoin d'en avoir plus, malgré qu'il y avait toujours des raisons d'en avoir plus. Mais jouer les Imperial Guard, pour moi, c'était un défi de peinture. Ça me fait plein de modèles à peindre. Quand tu joues dans un univers fantastique, souvent, les peuples plus puissants, plus épiques, plus glorieux, sont plus élites, fait qu'ils ont moins de modèles. Fait que quand tu joues des humains, t'es souvent celui qui va se retrouver avec plus de modèles. T'es pas un Skaven, mais t'es clairement pas un elfe ou un Space Marine, mettons. T'es pas un Eldar, t'es pas un tank non plus, whatever. Puis, c'est un défi de peinture et ça m'a enlevé toute pression de gagner. Ah! Ça m'a enlevé toute pression d'essayer de gagner avec l'armée des humains. Parce que je me suis dit, de toute façon, ils perdent. Même dans les guerres qui gagnent, ils perdent pareil. Fait qu'on dirait qu'il y avait comme une espèce de. Il y avait comme une espèce de libération de genre. Peu importe ce qui se passe, ces humains-là seraient morts anyway. Parce qu'ils survivent jamais dans leurs propres histoires. Fait que ça m'avait comme enlevé une espèce de poids d'essayer de jouer. J'avais accepté que j'allais jouer une armée glorieuse, qu'elle allait vivre sa dernière charge, sa dernière phase de tir. Ouais. C'est ça que ça représentait un peu Plague War, c'était que les survivants à chaque scénario, ben c'était mon capitaine, mon caporal, mon général, peu importe, qui avait survécu, mais qui devenait de plus en plus malade à chaque scénario, puis qui devait à un moment donné être remplacé à la fin parce qu'il fallait qu'il soit dans un tank. Puis c'était dans le tank qu'il fallait qu'il soit, puis la seule job qu'on lui demandait, c'était paye sur le gaz, rentre dans le mur qui est là-bas, puis tire dans le Great Unclean. C'est la seule job qu'on te demande parce que tout le reste, c'est tout trop pourri autour. Les humains vont tous mourir. Il n'y a personne qui peut survivre ici. Fait il y avait quelque chose de le fun à jouer une armée qui ne s'attend pas à ce qu'elle gagne. Tu veux même pas qu'elle gagne. Tu veux juste qu'elle survive. Tu veux juste qu'elle soit capable de faire quelque chose. Puis ça, c'est glorieux. Parce qu'elle vit dans un univers qui est plus grand qu'elle. Fait que narrativement, ça me motivait. Je trouvais ça le fun. Fait que je sais pas si ça a du sens, ce que je dis, mais... fait que je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Comme on vous avait dit au début, on va se promener un peu partout. Hein. On a parlé de Lord of the Ring, on a parlé de Warcry, on a parlé de Age of Sigmar, de Old World, on a parlé de 40K, 30K. Écoute, on a même parlé un peu d'historique, je veux dire. On a fait le tour de ce qu'on pouvait. Mais je serais curieux d'entendre les auditeurs et les auditrices. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes déjà posé la question dans le monde fantastique, pourquoi est-ce que les gens jouent des humains? Est-ce que vous êtes un fan d'armée humaine? Est-ce que vous avez de la garde impériale à la maison, une armée de l'Empire, une armée de Cities of Sigmar ou de Dark Oath?
qu'est-ce qui vous a inspiré à jouer ces humains-là? Est-ce que c'était ça? Est-ce qu'on a nommé un peu une de vos raisons ou est-ce que c'était complètement autre chose? Fait que moi, c'est ça qui m'intéresserait, ce serait de savoir les fans d'humains qui, eux, from day one, ils savent. J'aimerais ça savoir c'est quoi leur truc. Je pense qu'on est rendu au bout, David. On a terminé? Je pense que oui. Eh ben, c'est la conclusion, tout le monde. Mais merci d'avoir été là. Encore une fois, on sort les épisodes à peu près une fois par semaine. On est toujours heureux de pouvoir vous enregistrer ça et de pouvoir vous les donner. N'hésitez pas sur Spotify, sur Balado Québec, les épisodes sortent à peu près à chaque semaine. Vous pouvez aller sur Facebook. On a la page officielle qui est Soirée Peinture, le Balado. Soirée Peinture de la communauté, c'est notre groupe sur lequel on partage plein de trucs. Puis, on a aussi Soirée.peinture qui est la page Instagram et Soirée Peinture qui est la page YouTube que vous êtes peut-être en train de nous regarder en ce moment. Vous pouvez toujours laisser des likes. Vous pouvez toujours partager les épisodes. Vous pouvez coter les épisodes aussi sur Spotify, par exemple, avec un système d'étoiles. Tout ce que vous faites est apprécié. On apprécie vos commentaires. On est content de pouvoir vous lire et de pouvoir savoir qu'est-ce que vous pensez des épisodes. Si vous avez des suggestions de sujets aussi, amenez-les. Ça va nous faire plaisir de pouvoir les regarder, de pouvoir faire quelque chose avec ça. Puis, c'est pas mal ça. Fait que David, il y aurait juste une chose à dire. Je t'écoute. Bonne soirée, peinture. Tu vois, j'aurais dû commencer parce que j'aurais dit Talabheim. Talabheim, tout le monde!